captage, il fallait essayer d'avoir de l'agriculture bio de façon à préserver le captage, mais que ce soit sur la région Lons-Ny ou par ici, nous, notre captage, c'est la Loire. Et donc, si je veux protéger la Loire, il faut donc que j'étende le bio sur un territoire très très large. Est-ce que c'est ça la solution? Alors, sur notre secteur, on a deux choses. On a les eaux de nappe, on a les eaux de la Loire. Sur les eaux de nos nappes, il faut vite les sanctuariser parce que ça représente 3,5% de la surface agricole utile. Donc, clairement, on peut. Sur la Loire, c'est plus complexe. Parce qu'il y a le bassin versant, les bassins versants, mais il y a aussi les rangées de stations d'épuration, les médicaments. Enfin, on voit qu'on est face à une problématique massive. Donc probablement que, d'un point de vue santé publique, de toute façon, les pesticides posent un problème. Donc si on arrivait à interdire de façon plus importante les pesticides, je pense que l'économie française se portait beaucoup mieux quand on voit les chiffres pour la santé. Donc et on pourrait indemniser fortement l'agriculture. Je pense que c'est un choix politique. Donc là, il y a quelque chose qui est réellement à faire. Après, ça veut dire aussi peut-être, il faut être honnête, on doit peut-être réfléchir sur des technologies qui vont être différentes en fonction du type d'eau. Ça veut dire qu'il faut absolument sanctuariser nos nappes parce qu'on sait qu'on a des gros problèmes. Il ne faut plus rajouter de la pollution à la pollution. Et sur d'autres où c'est plus difficile, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une entente entre les collectivités locales, avec l'État, avec les agences de l'eau. Enfin, c'est complexe. Et ça veut dire que là, je fais plus le pari de la technologie pour aller vite, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison, enfin, c'est un vrai problème. Mais ça n'empêche pas que c'est pas parce qu'on ne peut pas protéger la Loire qu'il ne faut pas protéger les aires de captage sur lesquelles on aura déjà un impact très fort. D'autant plus qu'on a des problèmes aussi de dilution, c'est-à-dire qu'on a tellement des eaux qui sont contaminées que par exemple Machecoul, on doit faire venir de l'eau de Basse-Goulaine pour distribuer l'eau de Machecoul. Sans l'eau de Basse-Goulaine, on ne peut pas la distribuer. Il y a 2 ans sur Nord-sur-Erdre, quand on avait arrêté, on ne pouvait plus distribuer une eau au-dessous de 50 en nitrate. Enfin, on est arrivé au maximum de la résilience, quoi. Donc il faut agir vite. Mais en même temps, de sanctuariser les aires de captage n'apportera pas toutes les solutions. On va être obligé de remettre de la technologie, des investissements forts pour protéger. Nord-sur-Erdre, on ne va pas laisser à 50 mg en nitrate. On attend que la nouvelle usine soit mise en place parce qu'on n'est pas sûr qu'avec la nouveau métabolique qu'on a découvert, qu'elle sera 100% efficace. Donc il faut voir est-ce qu'on y arrive ou pas en fonction de la technologie. Et ça va nous aiguiller sur ensuite l'investissement à mettre en place pour traiter les nitrates. Mais si on n'arrive pas à traiter le chlorothalonil, ça veut dire qu'il faudra peut-être aller sur une technologie, une nanofiltration, mais je ne sais même pas si on nous donnera l'autorisation environnementale. Parce que ça veut dire qu'on recracherait sur la nappe 15% des volumes pompés dans lesquels on a concentré la pollution. Donc je suis sûr que nous, on n'aura pas le droit d'épandre les pesticides sur la nappe. On ne nous autorisera pas. Alors, au niveau individuel, est-ce qu'il faut ou pas intervenir sur l'eau potable que nous avons à nos robinets? C'est-à-dire vous mettre même des filières de traitement? Est-ce qu'il y a des solutions ou pas, ou ça sert à rien? En fait, nous, on n'est pas là pour... Nous, notre souhait, c'est que l'eau, elle soit consommable pour tout le monde, de qualité au robinet, et que ce ne soit pas en fonction des moyens que l'on a, qu'on ait le droit ou pas d'avoir une autre qualité. Donc, ça s'appelle le service public. Donc, nous, c'est notre souhait. Après, on est souvent sollicité par rapport à ça. Et je ne vais pas vous dire que telle fontaine ou telle fontaine est parfaite. Il y a juste, l'année dernière, on a été sollicité par 22 communes, avec des représentants de parents d'élèves de 22 communes, qui voulaient mettre des fontaines à eau dans le restaurant scolaire. Et donc là, ils avaient une fontaine à eau en tête, qui était déjà installée chez un monsieur. Donc comme nous, on a une approche scientifique, on a décidé d'aller faire des mesures chez ce monsieur, on a demandé de jouer le jeu, on a mesuré avant, après, sur sa fontaine. On a été surpris parce que c'est une fontaine avec une filtration très lente sur un filtre de céramique, un filtre de charbon actif, un filtre de zéolite pour les nitrates, et ensuite une bonbonne en plastique. On a été surpris parce que finalement, il arrivait à bien traiter le chlorothalonil, il a diminué, vraiment on a eu un super abattement de l'ESA métolachlore, un abattement de presque 50% en nitrate, on était assez surpris. Par contre,
on a vu des traces de toluène qui n'étaient pas présentes dans l'eau en arrivant au robinet. On a vu la présence du diclofénac, un médicament pour les tendinites. Et surtout, des quantités de bactéries astronomiques dans la fontaine. Et pourtant, il l'entretenait, en fait. Donc clairement, nous, ce qu'on a dit, on ne peut pas conseiller une collectivité locale de mettre ça. En fait, c'est pas possible. Là, le risque bactérien, il peut tuer dans les jours qui viennent, en fait. Pas le risque pesticide. Et pour la petite histoire, quand on a fait le dosage, on ne comprenait pas de voir du diclofénac. C'est pas la fontaine qui pouvait la faire apparaître. Et on a échangé avec notre ingénieur R&D, j'ai dit, tu dis pas au monsieur, demande-lui s'il n'a pas eu une tendinite récemment. Et en fait, effectivement, il avait une tendinite. Donc on lui a dit, vous n'avez pas vu du diclofénac? Bah si, mettez de la crème avec du diclofénac. Donc tout simplement, quand il a activé son robinet, par capillarité, il a contaminé sa bonbonne. Alors pas à des doses extrêmement fortes, de toute façon, il en mettait sur sa peau. Et ça vous montre aussi notre capacité analytique aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des bonnes solutions, et le risque bactérien, il n'est pas négligé. Et aussi, pour la petite histoire, on a recherché les perturbateurs endocriniens, et on n'a pas été assez loin, on va refaire des mesures, parce que je pense qu'on n'a pas recherché les bons. Il a une bonbonne en plastique, et je pense qu'il faut qu'on aille voir un peu plus dans le process du fabricant, peut-être pour rechercher les bons PE. Alors bonsoir, moi je dépends du point de captage de Nord-sur-Erdre, qui est juste une catastrophe, je trouve, quand même, à mon avis. Nous avons été libérés l'année dernière quand même par Cristalline pour les femmes enceintes, sachant que moi j'étais avec un enfant en bas âge, je suis immunodéprimée également. J'ai pas été alertée, clairement, j'ai pas été alertée, j'ai su au bout de 3 jours, c'était fini, l'alerte était finie, Cristalline avait fini de tout donner. Donc déjà le système d'alerte, voilà, et je trouve pas très bon. Oui, moi je pose la même question, c'est je bois de l'eau en bouteille, qui a déjà en plus, aujourd'hui on sait les mêmes polémiques, enfin voilà, on entend aussi ce qui se passe, je fais quoi, je mets un filtre à charbon, enfin on va essayer, je prends les carafes Brita, je fais quoi pour boire de l'eau correcte pour moi, mes 4 enfants, ma famille en fait. Enfin, je sais que vous voulez qu'elle soit sortie d'eau bien, mais aujourd'hui en plus je vois que vous n'avez pas beaucoup de poids, enfin je sais que vous avez mis un avis plutôt négatif sur une unité de méthanisation qui va se faire juste à côté, qui va être en digesta dans votre aire de captage, et vous demandez la sanctuarisation, et on ne vous écoute pas. Ah non, voilà. ça c'est sûr. Et on a besoin des citoyens. Alors, on peut se voir après, parce que nous on a fait une association pour justement militer pour ça. Ouais. Non, c'est un vrai problème. Alors, juste pour répondre à vos questions, et enfin, essayez d'amener des éléments de réponse. Quand on a eu l'alerte, on n'a pas hésité, on était à 51 pour nous faire informer. Je crois qu'il y a beaucoup de collectivités qui auraient rien dit. Hein. C'est bon, ça passe. Voilà. On a informé, et normalement, il y a eu un phoning. Notre délégataire, la personne privée qui s'occupe, a été extrêmement réactive, et normalement, il y a un phoning qui a été fait. Donc il y a un appel sur tous les messages qui ont été mis. Alors il est possible que certains numéros soient passés à côté, c'est un vrai problème. On a aussi communiqué par la presse. C'est possible qu'il faut améliorer ça, c'est important les retours d'expérience pour améliorer. Mais c'est pas pour prendre la défense du délégataire, on a eu un changement de délégataire entre Sor et Veolia. Ils arrivaient et forcément la réactivité, j'imagine qu'elle n'a peut-être pas pu être aussi efficace. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un retour d'expérience important. Mais on a essayé de communiquer, on a aussi communiqué par voie de presse, enfin, tous les réseaux qu'on avait, on a essayé de communiquer par les mairies, on a donné l'information. La mairie de Ric n'a pas été très active, je vous avoue. Après, oui, on a essayé en fait de communiquer, mais ça pose le vrai problème de l'alerte. Et ensuite, pour la question de Nord-sur-Erdre, l'usine est entrée en production, la nouvelle usine. Donc là, on commence à avoir les résultats. Donc au niveau des métabolites de pesticides, normalement, vous allez être maintenant dans les normes. On attend de voir, parce que comme c'est du charbon neuf que l'usine commence, on attend de voir si on est bien efficace sur le chlorothalonil pour lancer ensuite des investissements pour traiter les nitrates. Donc maintenant, en termes de pollution chimique, par rapport à celle qu'on connaît, vous allez être vraiment dans les normes, protégés. Par rapport aux nitrates, on a encore du travail à faire, et on y travaille. Mais adapter une usine, c'est des millions aussi d'investissements. On le fait, hein, vraiment on le fait, mais faut que on essaie de bien le faire. Et pour la petite histoire, quand par exemple on a attribué le marché pour l'usine de Nord-sur-Erdre, l'ANSES connaissait déjà la pollution en chlorothalonil. Hein. Ils nous ont pas alertés. Ça veut dire qu'à l'époque, s'ils avaient eu un tout petit peu de courage, je pense qu'on aurait fait le choix d'une technologie différente. Voilà. Donc c'est aussi à ça qu'on fait face en fait.
Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Bah, quelle eau je bois? Vous me conseillez quoi? Cristalline, Brita? Non mais sérieusement en fait, hein, parce que beaucoup d'Héricois ne savent même pas qu'en fait elle est hors norme, hein, clairement. Alors, Enfin, elle a une dérogation, on va dire. non, mais maintenant on n'a plus besoin de dérogation, ils ont changé la norme. Bah oui, voilà. Non, mais je le fais exprès. Mais c'est... Ils ont augmenté la norme en fait pour rentrer dans les... Ah oui, oui. Enfin, Mais alors, c'est pas pour relativiser, mais ici vous êtes à 0, vous étiez à 0.2, 0.3. Avec la nouvelle usine, normalement ça va être bon pour le SA métolachlore. Il y a des villes en France où vous avez 4 métabolites qui dépassent les 3 microgrammes. La DGS a en fait changé, on ne prend plus la DST pour ces molécules. Voilà. Donc avec la nouvelle usine, je pense que maintenant, honnêtement, aussi avec les connaissances qu'on a sur la nappe, parce qu'on ne sait pas quelles molécules on peut peut-être trouver dans les années à venir, avec la connaissance que l'on a, l'eau elle devient maintenant de qualité. Maintenant, si vous êtes peut-être une femme enceinte et vous faites le biberon de votre enfant, si vous faites attention à toute votre alimentation, je comprends qu'on peut se poser la question d'un point de vue scientifique, est-ce que je prends l'eau qui est chargée en nitrate ou est-ce que je prends une eau en bouteille, mais dans laquelle je peux avoir des perturbateurs endocriniens avec les plastiques, des microplastiques, voire des bactéries fécales, si j'ai bien compris, dans le Perrier. Enfin... Donc oui, on est face vraiment à un gros problème. Ouais. Bonsoir, je suis Christine Chevalier, je suis la vice-présidente en charge de la gestion de l'eau donc sur la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Et c'est simplement par rapport à la procédure. Compte tenu de il y a eu Eric qui a été concerné, il y a eu Sucé-sur-Erdre, et c'est vrai que le constat a été que la gestion a été compliquée. Donc là, aujourd'hui, compte tenu de cet incident-là, il y a eu un travail de fait, parce qu'au niveau des mairies aussi, au niveau des personnes référentes, la procédure n'était pas très très claire. Et suite à ça, sur la CCEG, les procédures ont été revues. Et normalement, aujourd'hui, j'espère que si se reproduisait le même incident, les mairies sont bien averties, les délégataires sont aussi avertis. Donc, il y a eu un incident, je pense que ça a permis de revoir cette procédure. Bonsoir. Justement, quelles sont les obligations exactes des mairies, des collectivités, parce que là on parlait de la CCEG, mais nous on dépend de la métropole, sur la communication de la qualité de l'eau qu'on boit, sachant qu'en plus à La Chapelle, il y a quand même un petit peu, il y a un petit quartier qui boit de l'eau de Nord-sur-Erdre. Et il faudra savoir exactement de quel quartier il s'agit. Alors sur votre facture, vous devez normalement l'avoir. Oui, c'est une analyse annuelle, mais au quotidien, quand il y a une alerte comme ça, c'est ce qui s'est passé le mois d'avant, voilà, concrètement. En termes de communication, moi je ne peux pas répondre pour Nantes Métropole. Nous, quand on détecte quelque chose, on le dit, ça nous est même suffisamment reproché d'être trop transparent. Non, mais il y a des obligations. C'est l'ARS qui doit aussi communiquer. D'accord. Enfin, le chlorothalonil, je ne sais pas si vous avez vu dans la région, on est les seuls à avoir communiqué. Hein. On n'est pas les seuls à prendre de l'eau sur la Loire. Merci. Je crois que tout le monde a compris que si on ne voulait pas avoir de pesticides dans l'eau, il fallait qu'on s'arrange pour ne pas en avoir dans nos aliments. Et ça tombe bien, parce que le meilleur moyen de ne pas avoir de pesticides dans l'eau, c'est qu'il n'y en ait pas dans les aliments qu'on consomme. Parce que de ce fait-là, on aura des producteurs qui n'utiliseront pas de pesticides. La difficulté, c'est que la localisation des producteurs volontaires pour produire sans pesticides ne coïncide pas obligatoirement avec le territoire producteur d'eau, notamment sur les nappes souterraines. C'est le cas particulièrement à Machecoul et à Nord-sur-Erdre. Et là, donc, la difficulté est fortement accrue parce qu'on a à la fois des producteurs qui sont en bio sur la nappe de Nord-sur-Erdre, on a une surface non négligeable en bio, sur Machecoul beaucoup moins, et ces producteurs ne font pas ils font pas des petits. C'est les producteurs qui se sont le plus développés et qui sont agressifs au niveau du foncier agricole, c'est ceux qui ont développé des cultures qui exploitent justement la nappe par la ressource en eau, pour produire des cultures à haut niveau de bénéfices, en quelque sorte, hein, c'est bien le cas, et donc ils n'ont pas du tout envie de changer leur modèle. Donc ça, c'est un point.
Un deuxième point, c'est de garder les producteurs qui sont déjà en bio. Parce que, je vais prendre un exemple pour illustrer ça, sur le périmètre de Machecoul, sur le périmètre retenu pour un programme d'action, qui d'ailleurs, à mon avis, est totalement insuffisant, eh bien, on a un agriculteur qui était en bio, qui a décidé de partir et faire autre chose, et qui a été remplacé par un autre agriculteur qui venait du nord du département, qui était lui-même en bio. Et quand il a voulu reprendre le capital de l'exploitation, la banque lui a dit non, non, si vous restez en bio, on ne vous finance pas. Bon, sur Nord-sur-Erdre, la situation un peu différente s'est présentée. Un agriculteur en bio est parti en retraite, sa fille a repris l'exploitation et elle a obtenu les financements pour pouvoir s'installer. Mais ça veut dire clairement que les consommateurs que nous sommes, on a un pouvoir très important sur l'orientation de la production agricole. Et si on n'est pas capable, d'une part, de maintenir les producteurs, il y a des producteurs sur la nappe de Nord-sur-Erdre qui sont un peu en difficulté par baisse de la demande de leurs produits bio. Ils distribuent en AMAP et ils ne font pas le plein du nombre de paniers qu'ils produisent. Ça veut dire que leur revenu est amputé d'autant. Donc comment on fait pour qu'ils puissent se maintenir? Comment on fait pour qu'il y en ait d'autres qui puissent s'installer? Voilà, donc ça c'est clair, on a un pouvoir et je pense que si on a une action majeure, c'est de passer le message. C'est-à-dire que nous, là, citoyens, on fasse passer le message autour de nous en disant « Vous ne voulez pas de pesticides, eh bien, faites ce qu'il faut, consommez bio. » Enfin, moi, je suis en accord avec ça. Mais le pouvoir du citoyen, mais aussi du politique. C'est-à-dire qu'au niveau de la région, au niveau du département, on peut aussi faire le choix de faire des commandes chez des producteurs vertueux qui sont basés sur nos captages. Dans nos communes aussi. Enfin, voilà. C'est tout le monde, quoi. Là, on a une nouvelle filière de traitement qui est mise en place à Nord-sur-Erdre, avec un nouveau dispositif de filtre à charbon qui est mis en place. Mais est-ce que, à l'avenir, disons à moyen terme, cette technologie risque pas d'être caduque, puisque chaque fois les fabricants fabriquent de nouvelles molécules qui donnent naissance à de nouveaux métabolites, lesquels peuvent s'absorber sur le charbon actif et venir saturer les sites d'absorption, ce qui fait que le filtre mis en place ne devient plus suffisamment efficace, quoi. Non, c'est un vrai problème. C'est sur le territoire d'Atlantico, en fait, on a décidé d'essayer de respecter le 0,1 pour le chlorothalonil, même s'il est à 0,9 dans la norme, et ça va nous engendrer au moins 1,7 million par an en plus de charbon actif. Alors, on a fait ce choix-là parce qu'on ne veut pas faire prendre de risques aux consommateurs, et aussi parce que nos empreintes chimiques nous montrent qu'il reste des molécules, en fait. Et donc, du coup, on s'est dit, de toute façon, on va augmenter le turnover, et peut-être qu'on a tort que le chlorothalonil n'est pas dangereux, mais de toute façon, en augmentant le turnover, on devrait avoir un impact sur ce qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, c'est pas 1,7 million perdu. Et puis ensuite, on s'est dit, 1,7 million, 550 000 habitants, je ne sais même pas si c'est le prix pour traiter 2 cancers pédiatriques. Donc, voilà, on s'est dit non, il faut protéger la santé des consommateurs, et il faut y aller. Est-ce que ces filières seront tout le temps viables? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est des vraies questions. D'ailleurs, on le voit, Missillac, le charbon ne marchera pas. On est 26 fois la norme de l'eau potable en DMS. La nanofiltration, l'osmose d'après l'ANSES marche très mal. On arrive à un abattement de 50%. Donc même 50%, on sera à 1,3. On n'arrivera pas, en fait. C'est-à-dire qu'il faudra diluer avec une autre. Enfin, voilà, et on ne pourra pas mettre de telles technologies sur tous les captages. Donc oui, c'est une vraie question. Mais c'est pour ça aussi qu'il est urgent de sanctuariser et de protéger maintenant. Parce qu'on voit bien qu'on n'arrive déjà pas à éliminer la pollution historique. Et en plus, ce que l'on voit, c'est des pesticides qui arrivent, qui sont des dérivés de PFAS aussi, avec des liaisons carbone-fluor, qui sont très fortes,
et qui reste dans l'environnement. Là, on est en train de travailler sur le TFA pour s'assurer qu'il n'est pas présent, et j'ai peur de ce qu'on va trouver. Donc oui, mais je ne sais pas répondre à cette question. Non, mais le problème de la sanctuarisation, c'est un problème qui est du ressort de nos élus. Il n'y a guère que une nouvelle loi sur l'eau qui vient sanctuariser ces périmètres de protection. Nos élus nationaux, pas les élus locaux. Oui, nationaux, bien sûr. Députés, sénateurs. Oui, et quand même préfet qui répond aux ordres de l'État. Ah, c'est ça complètement. Ça serait bien que la DDTM soit là pour nous aider. Tout à fait. Oui, alors. Un discours quelque chose. Bonjour, j'ai deux questions qui sont complètement différentes. D'abord, le charbon actif, c'est quoi concrètement? Il vient d'où? Est-ce que la ressource est inépuisable? J'imagine que non. Et deuxième question, est-ce qu'en France, l'eau est de meilleure qualité et mieux protégée que dans d'autres pays européens ou pas? Au niveau des charbons, en fait, c'est des matières comme de la fibre de coco qui est montée à très haute température. Je ne saurais pas répondre avec précision, mais à ma connaissance, on n'a pas de souveraineté sur la production du charbon. Pour moi, il vient de l'étranger. Mais ça, c'est à vérifier. Je ne l'affirmerai pas, mais à ma connaissance, on n'est pas souverain là-dessus. Ensuite, maintenant, on va recycler les charbons. Ça veut dire qu'on peut les remonter à très haute température pour éliminer les molécules et pouvoir réutiliser le charbon. Donc ça, c'était pour la première question. Est-ce qu'on est bon élève? Je ne sais pas si on est pire que d'autres, meilleur que d'autres. En fait, on s'aperçoit qu'on... je pense que dans certains cas, non, on n'est pas bon élève du tout, en fait. Les transpositions des lois européennes peuvent traîner par rapport à d'autres pays. Oui, il y a des... honnêtement... Et puis on s'aperçoit que dans les décisions, c'est jamais la santé humaine qui l'emporte, c'est toujours l'impact économique, c'est un énorme problème. Enfin, l'impact économique à très court terme. Après, nous, on étudie énormément ce qui se passe à l'étranger pour essayer de voir les molécules qu'on ne recherche pas sur notre territoire et qui pourraient être intéressantes. Voilà. Par exemple, là, on a fait une campagne de recherche de néonicotinoïdes. C'est jamais recherché en France. On a vu aux Pays-Bas, ils ont des gros problèmes avec l'acétamipride. On a trouvé un laboratoire qui est capable de le faire, donc on est en train de rechercher sur toutes les ressources. On a recherché l'imidaclopride, on n'a pas retrouvé, on était rassuré. L'acétamipride me fait assez peur, voilà. Donc on utilise aussi ce qui se passe à l'étranger pour adapter et pas attendre que ça arrive en France et de faire les choses. Donc ce qui est d'un point de vue de l'État n'est pas très bien vu. Mais vous vous rendez compte, vous remettez en cause le discours de l'État. Oui, ça s'appelle la science. Au niveau du département, Atlantique Eau gère combien d'usines de production? Alors, de mémoire, moi je suis vraiment sur tout ce qui est R&D. Donc ces questions administratives, j'avoue pas trop les maîtriser, mais on va avoir Machecoul, on va avoir Nord-sur-Erdre, Safré, on va avoir Mazerolles, j'en oublie, les Gatineaux, Soulvache, Macérac, et il nous en manque encore une. Saint-Gilles-des-Bois, Ancenis, voilà. Ouais. Basse-Goulaine, mais Basse-Goulaine qui est aussi avec un autre syndicat. Mais nous sommes le seul et unique acheteur de l'eau produite à Basse-Goulaine. Je veux bien poser une question sur les charbons actifs. En fait, il y a un coût, donc il faut les changer. Ces charbons actifs, ça coûte combien en fait par an de changer ces charbons? Et là, vous disiez, on peut les recycler. Donc, est-ce que c'est continuellement recyclé ou c'est carrément des nouveaux charbons qui reviennent? Et une fois que, s'ils ne sont pas recyclés, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent en fait? Ils vont... Pendant un temps, on pouvait y avoir des pondages, on va les recycler, les remonter en température, et ensuite il y a plusieurs types d'usines. Vous avez des usines où vous avez un gros silo et vous allez changer, il existe plusieurs types de charbon actif aussi.
qu'on va aussi pouvoir adapter à la ressource en fonction des polluants présents. On peut choisir plusieurs types de charbon. Et ensuite, vous avez des grosses bonbonnes qu'on peut changer régulièrement. C'est par exemple ce qui s'est passé à Macérac. Macérac, on a mis une filière de charbon avec un énorme silo et on le changeait tous les 9 mois pour respecter le SA-métolachlore, être à 0,1. Donc depuis plusieurs années, on est à 0,1. Et dès qu'on a détecté le chlorothalonil, c'est plus tous les 9 mois, c'est tous les 6 mois qu'on s'est mis à changer le charbon actif. Donc, ce qui engendre des coûts de mémoire, pour Macérac, ça doit être dans les 50 ou 60 000 euros, je crois, le changement de charbon. Pour d'autres usines, comme par exemple Veolia, ça va être une injection en continu. Donc en continu, on injecte du charbon neuf à une dose plus ou moins importante en fonction de la quantité de polluants. Donc là, on sait qu'on va devoir aller loin dans la filière pour pouvoir traiter le chlorothalonil. Et donc là, en continu, on va en enlever et on va remettre du charbon neuf. Donc ça demande aussi une rotation, une gestion d'usine qui est un peu plus complexe. Voilà. En tout cas, c'est ce que je disais, le coût pour juste le chlorothalonil, le surcoût pour les charbons actifs, ça va être à peu près 1,7 million d'euros à l'échelle d'Atlantico. Juste le surcoût. Le recyclage donc, du charbon actif, il se fait simplement par la température ou... Alors ça, moi, c'est pas les aspects que je maîtrise. Moi, je préfère ne pas répondre. En fait, je peux, par contre, aller chercher les informations pour savoir comment ils font exactement pour le recyclage. Mais c'est vrai que ça fait pas partie des choses que nous, on gère et que je maîtrise, donc je préfère pas répondre. Mais je peux aller chercher l'information. À ce sujet-là, la station de compostage méthanisation de Soudan intègre du charbon actif dans la filière de compostage. Compost, produit qui est revendu à des agriculteurs. Par contre, là, c'est l'obscurité totale sur les flux réels. Le sujet est passé récemment. Et donc, on n'a pas les quantités. Et puis, également, on n'a pas une connaissance précise de son origine. Est-ce que c'est lié au traitement de l'eau? Est-ce que c'est lié à d'autres traitements dans l'industrie ou dans l'agroalimentaire? Évidemment, on ne sait pas. Donc on ne sait pas s'il y a une concentration réelle ou pas en pesticides dans ce charbon. Mais c'est clair que si on le composte pour les prendre sur les parcelles, ça veut dire qu'on retourne à l'envoyeur les pesticides. Ça peut se comprendre, mais... Le charbon est beaucoup utilisé dans l'industrie, hein. C'est Oui. pas forcément que de l'eau. Mais c'est peut-être un sujet d'attention qu'il faudra qu'on échange. On a vu un petit reportage amusant là, au tout début de votre exposé sur la consommation d'eau, ou plutôt de vin, au milieu des années 50. Je voulais savoir si on compare ces deux périodes, années 50 et aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que la qualité de l'eau s'est améliorée ou s'est détériorée? Sachant que vous menez aujourd'hui des analyses, évidemment, que l'on ne conduisait pas au milieu des années 50. Est-ce qu'on a des éléments? Je pense qu'on peut répondre facilement sur deux aspects. D'un point de vue bactériologique, on ne meurt plus en France par la bactérie dans l'eau potable. C'est pour ça qu'il faut mettre du chlore qui pose aussi des problèmes. Donc sur ces aspects-là, il n'y a pas photo, il y a une amélioration. Sur les aspects physico-chimiques, il suffit de regarder comment tous les médicaments, toute la pharmacie, tous les traitements qu'on a pu inventer, mettre en place qui n'existaient pas. Il suffit de regarder tous les produits chimiques qu'on utilise dans la maison, les cosmétiques, les shampoings qui lissent, qui font boucler, qui font je sais pas quoi, les lessives. Donc forcément, on a un impact sur le milieu de par notre type de vie. Notre vie qui est hyper consommatrice de produits chimiques a un impact sur les milieux. Et de toute façon, on le voit, la chute de biodiversité, c'est pas que le dérèglement climatique. On voit une chute de biodiversité, on voit la santé humaine qui se dégrade à une vitesse folle. Regardez les chiffres épidémiologiques, on en parlait tout à l'heure. Si vous regardez l'autisme, en 7 ans, on est passé d'un petit garçon sur 140 à un sur 70. C'est le même ratio pour les petites filles. On parle de 30% d'enfants dans les classes avec des troubles du neurodéveloppement. On parle de plus 81% d'enfants diabétiques en 15 ans. Plus 46% d'enfants avec des troubles cardiovasculaires, plus 18% de cancer pédiatrique. On voit ce qui est en train de se passer en termes de santé humaine.
Et d'ailleurs, dans les chiffres, on voit bien, on n'arrive plus à avoir des rendez-vous médicaux, etc. Mais il suffit de regarder le nombre de personnes avec des maladies chroniques. Alors tout de suite, on nous dit, oh, bah ça c'est le vieillissement. Non, pas du tout. C'est pas, il y a d'autres arguments, si je peux me permettre d'étayer. Je vais juste 2 secondes. Je vais juste vous montrer un petit point qui est important. Alors attendez, je demande juste 2 secondes. Ça, c'est le rapport de Santé publique France sur l'évolution des cancers de 90 à 2018. Ça vient, c'est un acte de l'État. Bon, c'est purement indigeste, il doit y avoir 4000 pages. Pour autant, les conclusions étaient que il y a une augmentation de plus de 50% de cancer chez la femme. Dans les médias, on nous explique que c'est la faute de la femme parce qu'elle a la liberté sexuelle et elle consomme comme des hommes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Chez les hommes, le cancer est stable, il y a une augmentation de 8%. Moi, je prends 8% sur le salaire, je ne trouve pas que c'est stable, ça me va. Et surtout, ensuite, on nous explique que les chiffres, en fait, c'est lié au vieillissement. Parce que, faut bien que ça soit de la faute de quelqu'un. Donc, la faute des personnes qui vieillissent. Pour autant, dans ce document, je vous ai mis ici, là, ça, c'est l'incidence du gliome, le cancer du système nerveux central, qui est un cancer qui peut être bien associé, qui est reconnu d'ailleurs dans les populations agricoles. On a une augmentation très forte de ce nombre de cancers chez les utilisateurs de pesticides. Vous avez ici classé par fréquence d'âge, les 40 ans, les 50, les 60, les 70, les 80. Et ensuite par cohorte, c'est-à-dire l'incidence des cancers du gliome pour les gens qui avaient 40 ans en 1990, pour les gens qui avaient 40 ans en 1995, etc. Si vous regardez en 90, on a normalisé. Si vous regardez en 2018, vous avez 2,5 fois plus d'hommes qui font un gliome, qui ont 40 ans, qu'en 1990. Alors effectivement, le vieillissement a un impact. Si vous regardez les 40 ans par rapport aux 80, les 80 ans, c'est logique, ils ont vécu plus longtemps, donc il y a plus d'agression. Ils font 2,9 fois plus de gliome que les gens qui avaient 40 ans. Maintenant, ils en font 20 fois plus. Voilà. Donc je pense que quand on a 40 ans en 2018, on n'est pas plus vieux que quand on avait 40 ans en 90. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème de vieillissement. Et ça, on l'a aussi chez la femme. Donc on a un problème, très probablement, environnemental. Alors c'est des maladies qui peuvent trouver de différentes origines. C'est pas tout que pesticides. Il y a des ondes, il y a plein de choses sur lesquelles on discute. Mais vous voyez que on est encore là dans une approche très dogmatique. Et pourtant c'est des sachants. Oh bah c'est le vieillissement. Bah non. On a des preuves que c'est pas que le vieillissement, effectivement. Et alors pour la petite histoire, si vous vous intéressez aux chiffres, regardez ce qui est rigolo, ce qui est très intéressant. 40 ans, on est à 1, vous voyez qu'à cette époque, les 60 ans, ils avaient déjà 6,2 fois plus de cancer que les 40 ans, mais beaucoup moins que les 80. Reprenez maintenant l'histoire de la chimie, l'arrivée des molécules, regardez les âges de ces personnes. Voilà. Je pense qu'on a des... C'est pas des preuves. C'est pas des preuves, mais on voit qu'il y a des faisceaux d'indices qui montrent qu'on a réellement un problème. Et d'ailleurs, on a maintenant aussi des preuves scientifiques, quand même. Moi j'ai une question. Là on parlait de l'eau, la rendre potable à partir d'un prélèvement naturel, que ce soit la nappe ou la Loire. Qu'est-ce que vous pensez de l'expérience qui est menée en Vendée, où là on va rendre l'eau potable à partir des eaux usées? Et avez-vous une idée du mode de traitement? Est-ce qu'il est révolutionnaire par rapport à ce qu'on pratique ici en Loire-Atlantique, où les problèmes ils sont encore amplifiés pour cette eau usée, donc complètement contaminée, pour la rendre potable? Avez-vous un avis? Moi j'ai pas vu leurs résultats, je sais pas vous dire en fait. Je sais qu'ils ont mis beaucoup de R&D, ça passe par le milieu, j'ai pas d'avis sur ce qu'ils ont fait. Par contre j'ai une certitude, c'est pas une innovation. Dans la Loire, elle est passée dans combien de stations d'épuration avant d'être captée? Et donc naturellement c'est déjà fait en fait. Donc voilà, honnêtement je sais pas quoi dire, il faut regarder par rapport à la littérature scientifique, par rapport à ce qu'ils ont fait. Après c'est vrai qu'on peut se poser des questions face à d'autres polluants, les prions, je ne sais quoi encore quoi. Mais bon, dans les faits en fait, c'est ce qui se passe déjà dans la nature depuis des années quoi. En fait, c'est pas une usine de traitement particulière qu'ils ont mis en place où on traite l'eau usée et directement on sort de l'eau potable. En fait, on prend l'eau usée
d'une station d'épuration, plutôt de villes qui sont sur le littoral, on traite l'eau usée. Donc je ne sais pas s'ils font un traitement plus poussé que celui qui est fait classiquement sur une station d'épuration. Ça, je ne pourrais pas le dire. Mais après, ils rejettent cette eau-là dans un ruisseau, lequel ruisseau s'écoule sur plusieurs kilomètres pour atterrir dans une retenue, qui est la retenue, si je ne m'abuse, du Jaunet, je crois. Et cette retenue d'eau fait partie d'une des réserves d'eau qui servent pour l'alimentation en eau potable de la côte pendant la saison estivale. Et bien sûr, cette eau qui est pompée dans la retenue n'est pas distribuée dans le réseau de distribution tout de suite. Il y a une usine de traitement d'eau potable classique qui traite l'eau de cette retenue. Par contre, en complément, on nous présente souvent la réutilisation des eaux usées comme quelque chose de miraculeux qui va tout solutionner. Il ne faut pas oublier que les niveaux d'étiage, souvent, sont maintenus grâce au rejet des stations d'épuration. Dans le secteur où je suis, c'est à peu près 6 millions de mètres cubes qu'on apporte de la Loire. Sans ça, je ne sais pas quels seraient les niveaux du lac de Grandlieu à l'été. Clairement. Donc, faut bien penser à ça, en fait, que comme on a un système d'eau qui est complètement artificialisé, cette consommation d'eau participe au niveau à l'étiage des différents ruisseaux en fonction des territoires. Et ça, il faut bien l'intégrer parce qu'on a tendance à bien l'oublier et nous expliquer qu'il faut tout récupérer, quoi. Mais forcément, pour la biodiversité, il y aura des impacts. J'avais une deuxième question par rapport au cancer pédiatrique dont vous avez parlé. Je crois que vous avez rejoint Atlantico au moment justement où il y a eu cette affaire des cancers pédiatriques sur Sainte-Pazanne et les communes environnantes. Je crois que la question de l'eau a été posée parmi les causes possibles. Et je voulais savoir, bien des années après, où est-ce qu'on en est. Est-ce que des corrélations ont été établies, même si corrélation n'est pas causalité? En fait, effectivement, avant d'arrêter à l'Atlantico, j'ai beaucoup aidé le collectif Stop au cancer. D'un point de vue scientifique. Je les ai beaucoup épaulés et on avait demandé des investigations à Atlantico. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cluster a été évalué sur à peu près 6 communes, Sainte-Pazanne, Saint-Marc-de-Coutet, enfin les communes aux alentours. Ces communes sont alimentées par l'usine de Basse-Goulaine. L'usine de Basse-Goulaine qui alimente tout le Sud-Loire, pas simplement ces 6 communes-là. Donc, si c'était lié à un défaut de qualité d'eau potable, le cluster ne serait pas focalisé sur ces communes. On ne peut pas exclure pour autant qu'on n'ait pas un impact du réseau. Ça veut dire qu'on a un transport, on a des châteaux d'eau, on a des canalisations, on ne peut pas non plus exclure. Donc on a investigué, on a fait des bioessais. Ce qu'il faut comprendre par rapport à cette histoire des clusters, c'est que dans un premier temps, le cluster a été validé par l'ARS entre 2015 et 2019. Et dans la méthodologie de Santé publique France, on ne doit pas changer l'espace-temps et la zone spatiale. D'accord? Ça, on n'a pas le droit d'y toucher, on le définit de façon arbitraire, c'est la méthodologie. Donc, d'après leur méthodologie, entre 2015 et 2019, il y avait bien un cluster. Dans la commune où je suis élu, on était à 11 fois la fréquence nationale. On a du mal à s'imaginer ce que ça représente, 11 fois la fréquence nationale. Pour s'imaginer ce que ça représente, j'ai 3 enfants. Ma grande fille a un camarade qui a un cancer du cerveau. Ma petite fille, la plus jeune, a un camarade qui a un cancer du cerveau. Entre dans une camarade qui est décédée. Ça donne une idée de ce que représente cette fréquence. Mais, pour Santé publique France et l'ARS, cette fréquence était tout à fait normale. Et ensuite, ils ont réétudié le cluster, mais cette fois-ci, ils n'ont pas pris la période 2015-2019, ils ont pris 2005-2018. Et ils ont changé l'espace-temps, parce que soi-disant pour les chiffres, il fallait faire différemment. Donc ils ont pris le découpage cantonal. On va pas de bol, le nouveau découpage cantonal, le canton correspond aux 6 communes. Donc ils ont pris les cantons d'avant. Et les cantons d'avant permettent de multiplier par 3 la population. Ce qui leur a permis de dire qu'il n'y avait plus de cluster de cancer pédiatrique dans les chiffres. Donc les mots ont un sens. Ils n'ont jamais dit qu'il n'y avait pas de cluster de 2015 à 2019.
Ils ont communiqué sur le fait qu'il n'y a pas de cluster de 2005 à 2018. Voilà. Alors après, l'origine du cancer de ces enfants, elle n'a pas été déterminée. L'école de Sainte-Padane a beaucoup été suspectée. D'ailleurs, la qualité de l'air était déplorable dans cette école. On avait des taux de radon, on avait des pics à 2000 becquerels par mètre cube, la norme est de 300. On avait des taux de lindane astronomiques, jusqu'à 700 ou presque nanogrammes par mètre cube d'air, si je me rappelle bien, qu'on n'a jamais trouvé dans d'autres écoles. Voilà, c'est une certitude. Donc ensuite, ils ont fait des travaux de rénovation et on n'a plus de cancer. Pour la commune de Saint-Marc-de-Coutet, dans laquelle je suis élu, on avait essentiellement des tumeurs du système nerveux central quand même. Voilà, c'était pas tout à fait les mêmes tumeurs qu'à Sainte-Padane. Pour le moment, à ma connaissance, on n'a pas eu d'autres petits enfants dans cette commune. Par contre, les professionnels de santé sont assez unanimes sur le cancer des adultes, comme quoi il y en a beaucoup. Maintenant, sans vraie étude épidémiologique, est-ce qu'il y en a beaucoup plus que dans les autres communes? Je ne saurais pas le répondre. On n'a jamais réussi à avoir vraiment les chiffres, on n'a jamais réussi à qu'ils aillent faire investiguer le cancer adulte. Vous voyez, le collectif n'a jamais réussi à avoir les chiffres totaux du nombre de cancers sur lesquels ils ont fait les calculs et l'étude épidémiologique. Donc on ne sait pas non plus si la fréquence du département était normale par rapport aux autres départements. Ils n'ont pas eu les chiffres. Donc après, il faut aller voir le collectif qui continue à travailler, mais à ma connaissance, on n'a pas élucidé. Par contre, si c'était l'eau, ça ne serait pas restreint à ces 6 communes. Mais dans nos investigations dans le réseau du Sud-Loire, on a pu déterminer la présence d'un perturbateur endocrinien, le phtalate, qui visiblement, alors pas dans toutes les communes, dans certains secteurs, on n'a jamais retrouvé ça au Nord-Loire, on ne comprend pas, et on a des relargages par moment du phtalate. On pense que ça pourrait venir des tuyaux en PVC. Alors là aussi, si c'était les phtalates, on aurait des gros clusters dans la région parisienne, parce que si vous regardez l'eau du Sédif, de mémoire, ils sont à 12 microgrammes litres en phtalate. On peut retrouver ces chiffres dans l'enquête publique qui avait été faite pour les nouvelles usines. L'eau de Nantes Métropole est aussi bonne que celle de France Eau Catlantico. Non, je pense. Moi, j'ai pas les données. En tout cas, ils captent sur la Loire, ils ont une usine de qualité. Donc, à mon avis, elle est de bonne qualité, il n'y a pas de difficulté. Quand on regarde, après, il faut vraiment voir avec eux. Moi, je ne suis pas responsable de cette eau-là. Mais l'eau de la Loire est une eau qui est très faiblement chargée en nitrate. Ils ont quand même des filières de traitement qui sont hyper efficaces. Donc, honnêtement, voilà. Après, nous, on n'a pas de surprise, parce que forcément, on a des canalisations de secours entre les usines. Et donc, on doit toujours acheter des volumes aux usines pour que l'eau ne stagne jamais. Et dans nos analyses, on n'a pas de difficulté avec l'eau de Nantes Métropole. Est-ce qu'ils respectent les mêmes normes que vous appliquez vous, des 0,1 par exemple, parce que vous avez forcé effectivement le fait qu'il fallait être plus vigilant et avoir une norme plus sévère, mais est-ce que Nantes Métropole applique cette même règle? Ah bah je pense que, de toute façon il y a une règle, hein, c'est 0,1 pour toutes les molécules. La seule chose qu'ils peuvent ne pas faire comme nous, c'est pour le chlorothalonil. Après, les résultats sur la Loire en chlorothalonil sont aux alentours de 0,3. C'est ce qu'on a à Ancenis en eau brute. Avec finalement très peu d'effets dilution, on était assez surpris. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir un réservoir de molécules astronomiques. Donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus dans des secteurs où j'ai entendu plus de 10 microgrammes par litre, quoi. Je suis pas sûr que, honnêtement, entre 0,1 et 0,3, il y a une grande différence en termes de santé. On est même des fois dans la limite de précision des techniques. C'est-à-dire que parfois le laboratoire il a plus ou moins 0,3, 0,4, donc on vous dit que c'est à 0,10, vous inquiétez pas, en fait vous êtes peut-être à 0,06 ou peut-être que vous êtes à 0,14. Voilà. Mais il faut quand même vous rappeler que c'est un doliprane dans 2 piscines olympiques, hein, 0,1. de manière globale, l'agriculture Le vin. Moi j'ai vu des dosages dans le vin, quand il n'est pas bio, c'est pas bon. Hein. Ça fait peur. Hein.
rétablir. C'est ça. Oui, j'ai une question par rapport au traitement des eaux usées en fait. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des eaux de surface, mais on a aussi des eaux qui viennent, comme on disait tout à l'heure, de la Loire. Et finalement, on a beaucoup de stations d'épuration qui rejettent leurs eaux usées, enfin pas les eaux traitées, pardon, les eaux usées qui sont traitées, qui vont dans la Loire. Et aujourd'hui, on retrouve effectivement des traces de médicaments dans l'eau potable qui finalement ne sont pas quantifiés dans l'eau potable parce que c'est quelque chose qu'on ne regarde pas aujourd'hui au niveau des normes réglementaires. Est-ce que vous ne pensez pas, par contre, que sur les eaux usées, on devrait faire aussi un petit coup de booster sur ce qu'on traite en fait? Parce que Alors, à Atlantico, on fait les mesures, on a recherché des médicaments. On le fait régulièrement, effectivement, on en retrouve, comme je disais tout à l'heure. Et oui, forcément, en sortie de station d'épuration, une station d'épuration, elle n'est pas faite pour traiter les micropolluants. Donc elle est relargue. Alors, c'est pas là mon cœur d'action, moi, c'est vraiment l'eau potable. Mais dans la commune de Saint-Marc-de-Couté, où je suis élu, on avait fait des mesures, dans le cadre du projet Hydroscreen, on avait cherché 800 polluants en entrée et en sortie. En fait, on entendait souvent des critiques sur les agriculteurs, et j'étais assez convaincu qu'on allait trouver des métabolites interdits depuis des dizaines d'années. Ça n'a pas loupé en fait. On a trouvé de la cimazine, des molécules mères de produits plus utilisés depuis plus de 30 ans en France. Quand vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau international, c'est des molécules qui sont encore parfois fabriquées en Europe, vendues dans les pays d'Amérique latine, et donc par la consommation, par nos choix de consommation, on apporte ces molécules interdites parce qu'elles sont dangereuses pour notre santé, et on les retrouve en entrée de station d'épuration. Si on les retrouve en entrée de station d'épuration, c'est qu'elles sont passées par notre organisme, parce qu'on avait fait les mesures en période de... quand il n'y avait pas de pluie, pour s'assurer non plus qu'il n'y avait pas de biais, et puis comme j'ai aussi toutes les analyses sur l'eau potable, je savais qu'on ne les retrouvait pas dans l'eau potable. Donc forcément, elles viennent bien de quelque part ces molécules. Donc oui, effectivement, traiter les stations, c'est important. Et on s'aperçoit aussi qu'on peut même retrouver... ça avait choqué les citoyens. On avait retrouvé les métabolites de la cocaïne. Ils pensaient que c'était impossible dans notre petite commune de 2600 habitants. Et bah si. Oui, un point concernant les nitrates. J'ai quelques inquiétudes pour le traitement des nitrates. On investit pour les retirer. Parce que le monde agricole qui freine des pieds risque de s'engouffrer dans la brèche en disant « la technologie va nous sauver ». J'ai bien entendu ça plusieurs fois de la part aussi bien de la Fédération des maraîchers nantais que de la Chambre d'agriculture. La technologie va nous sauver. Donc par conséquent, on va pouvoir continuer comme avant, voire un peu plus, dans la mesure où on va être capable de compenser ce qu'on fait par ailleurs par d'autres technologies. Et on ne règle pas le problème finalement, on se contente... il y a un petit côté Shadok, quoi. Oui, mais nous on est des élus en fait, et en termes d'élus, on veut s'assurer que nos choix n'auront pas d'impact pour la santé des gens, en fait, des consommateurs. Et effectivement, la politique d'Atlantico depuis des années avait été de ne pas traiter les nitrates. Pour précisément cette raison-là. Sauf que depuis, la connaissance a changé. Il y a des études épidémiologiques qui montrent qu'on aurait peut-être déjà un impact. Et dans ce cas-là, pour nous, ça change le paradigme en fait. Et l'urgence, du coup, c'est de s'assurer qu'on n'aura pas d'impact pour la santé des enfants. Et donc, nous, là, on le sait à contre-cœur, mais on va devoir, je pense, mettre des solutions de traitement pour les nitrates. Parce qu'on ne peut pas faire peser ce risque-là à la population, en fait. Mais on entend tout à fait votre argumentaire, vous avez complètement raison. Mais dans notre décision, dans notre matrice de décision, on ne peut pas éliminer les risques santé pour le consommateur. Et il prend naturellement plus d'importance que ce que vous venez d'évoquer, et ce qui est un vrai problème. Oui, je comprends, c'est la même logique que pour les pesticides. D'autant plus que sur un captage comme Nord-sur-Aire, on a des délais de transfert qui sont importants. Et quand on regarde les forages dans les calcaires, les forages profonds, qui ont un délai encore plus important, on a une croissance des nitrates de façon conséquente. On se rapproche dangereusement des 50 mg par litre dans ces forages. Et ça veut dire en clair qu'on a aussi bien des pesticides que des nitrates qui sont en voyage, en cours, entre les parcelles où ils ont été épandus il y a 15 ou 20 ans, vers les forages où on va récupérer l'eau potable. Donc effectivement, on est un peu dans l'obligation
de faire avec cette situation. Non, c'est un vrai problème. Ouais. Puisque vous êtes aussi élu, est-ce que les politiques se penchent sur la financiarisation de tout ce que vous avez à traiter, qui n'est pas de votre fait? J'ai vu dans un colloque au Sénat organisé par les mutuelles qui ont écrit au Premier ministre parce qu'ils ne peuvent plus assumer les coûts santé en fait. Et là j'ai vu les études qui essaient de quantifier l'impact des pesticides sur le budget de l'État, c'est faramineux. Quand on prend en compte la pollution de l'eau, la pollution des sols, parce qu'on n'en parle pas, mais là aussi on a un problème astronomique. Quand on prend en compte les maladies chroniques qui sont en lien avec les pesticides, en fait on est à des sommes, mais c'est des dizaines et des dizaines de milliards en fait. Mais ça rapporte pas à court terme et j'ai le sentiment qu'ils ne prennent pas en considération. Et pourtant on essaie d'ouvertement de l'indiquer. Je peux vous assurer que on n'arrête pas, il n'y a quasiment pas une semaine où on n'a pas des journalistes qui nous appellent. On a Le Monde, on a eu Canard Enchaîné, on a eu Complément d'Enquête qui nous a harcelés pendant je ne sais combien de temps. Enfin, et pour autant, ça ne change pas les décisions des politiques. Par contre, c'est nous, les élus locaux sur le territoire, qui subissons. Je peux vous assurer que quand vous avez Complément d'Enquête qui vous appelle pendant 4 mois, tous les dimanches, et vous êtes 4 heures avec lui, et pendant 4 mois, tous les dimanches, il vous pose les mêmes questions, et vous avez intérêt de répondre que tout est nickel, à la fin, quand c'est fini, vous êtes heureux. Et là, vous n'avez pas des DTM, vous n'avez pas la préfecture qui vient vous aider. Et encore moins les députés ou sénateurs. Donc oui, on est face à un problème, c'est que les élus locaux sont un peu abandonnés devant ces responsabilités. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la responsabilité pénale, elle nous incombe. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité pénale s'il y a un problème. Voilà. Donc, mais c'est extrêmement important votre question. Parce que si on le prenait vraiment en compte, on s'apercevrait que l'agriculture hyper financée qu'on a actuellement, en fait, elle coûte bien plus cher que l'agriculture biologique. Oui, il y a beaucoup de domaines où c'est ça d'ailleurs. Non, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une tribune qui est passée, je crois que c'est dans Le Monde, un certain nombre d'élus, dans le maire de Rennes, dans le maire de Grenoble, etc., qui dit à l'État, prenez vos responsabilités, parce que c'est plus possible autrement. On est signataire. Oui, c'est vrai que le poids du politique, enfin, le politique, il y a les élections européennes, enfin bon, il y a aussi des impacts jusqu'à ce niveau-là, parce que quand on voit, vous critiquiez l'ANSES tout à l'heure, voir comment ils ont injurié, comment ils ont traîné plus bas que terre, le ministère de l'Agriculture entre autres, mais aussi le ministère de l'Écologie, etc., en disant les analyses de l'ANSES, en particulier sur les certain nombre de produits agricoles qui sont soumis à renouvellement ou pas, fermez votre gueule, vous n'avez pas à prendre position là-dessus, la décision c'est nous qui la prendrons, et on la prendra avec l'équivalent de l'Allemagne en particulier, à qui l'Europe a délégué un certain nombre de recherches sur ce problème-là. Bon, voilà. Et là, les politiques, ils sont en dessous de tout. Bon, je crois qu'on ne pèse pas non plus. Enfin, j'étais agriculteur, hein, j'étais pas en bio. On essaie de travailler le mieux possible, mais j'étais pas en bio. Mais il n'y a pas que l'agriculture. Je veux dire que quand vous dites la pollution de l'air, les microparticules, ça vient y compris du chauffage au bois, ça vient un certain nombre de... il y a un nombre invraisemblable de maladies. Il y a des études qui commencent à sortir de l'INRA depuis je crois qu'il y a un couvercle qui a dû sauter quelque part, qui font des recherches sur ce qu'on appelle les aliments, ça y est, j'ai perdu le nom, les aliments ultra transformés. Ultra transformés, oui. Et où les gens ils disent c'est une source incroyable de maladies infectieuses, de cancers, de diabète, etc. Et le coût sur la santé et le coût pour l'État et pour nous est énorme. Parce qu'on parle beaucoup du principe pollueur-payeur, mais moi il y a bien des domaines où il n'est pas appliqué. Et que là, si on l'applique au forage de Nord, il n'y a pas de souci. Hein. On sait qu'ils polluent. Il faut peut-être les aider un peu. Mais enfin, bon, il y en a qui se sont fait, excusez-moi, ils se sont fait du fric. Hein. Ils ont prévu ça depuis 20 ou 30 ans. Ils ont fait le choix des cultures qu'ils font, qui sont très consommatrices en eau, très consommatrices en pesticides, ultra en nitrate, consommatrice de nitrate beaucoup plus que l'agriculture de céréales. Les doses d'azote qu'ils mettent sur les épinards, c'est invraisemblable. Moi, je ne bouffe plus d'épinards en boîte.
Non, mais je veux dire qu'ils ont fait le choix de ça en disant on sera plus indemnisé, plus on fera de valeur ajoutée, plus on fera de chiffre d'affaires, plus on sera indemnisé. Et ça, c'est depuis ceux qu'on voit maintenant au Manif, ça fait 30 ans que leur famille dit ça. Hein. Bon, mais je ne veux pas faire de cadeaux aux agriculteurs, mais il n'y a pas que les agriculteurs. Ça pèse quoi le lobby des produits chimiques en Europe ou dans le monde? 3 milliards d'euros pour la France, les pesticides. Oui, plus. Et puis on n'a pas l'ancien Monsanto chez nous, ça c'est chez les Allemands, c'est Bayer, etc. Mais c'est eux les premiers pollueurs. Et c'est aussi la pétrochimie, et c'est tous ces trucs-là. Donc quand les politiques, ils aient le courage à un moment, ou alors ils nous en remettent dans le mur. Et dès qu'il y a une petite, ça bouge un peu en agriculture, on va leur dire, ah, oui, vous êtes de bonne foi, donc vous n'aurez pas de pénalité, vous ne serez pas inquiétés, pourquoi vous en faire? Ça colle pas, c'est pas possible de continuer comme ça. Non mais je suis en phase, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu dans la conclusion, une des conclusions c'est de nous donner les moyens juridiques de venir traiter avec les agriculteurs et faire que ceux qui sont vertueux, on les aide à avoir un système économique qui est viable. C'est vraiment ça notre demande en fait. Parce que sur nos territoires, notre problème quand même qu'on a, il est massivement avec les pesticides. Mais les autres polluants, ils existent et on les recherche aussi. Ensuite, vous parlez de l'ANSES. C'était pas une critique de la qualité scientifique de l'ANSES. C'est juste que l'ANSES est enfermé, englué dans des protocoles qui ne peuvent pas dévier. Et les industriels, ils ont bien compris. Comment Syngenta vient d'invalider la pertinence du chlorothalonil? Le chlorothalonil, c'est une molécule qui était classée cancérigène 1B par l'Europe. L'État suisse, quand ils l'ont découvert dans les années entre 2013 et 2020, ils ont communiqué sur la dangerosité de la molécule. Syngenta a porté plainte. La Suisse a perdu. Ils n'avaient plus le droit de communiquer sur la dangerosité de la molécule. C'est passé en appel, la Suisse vient de gagner, ils gardent bien la pertinence pour le chlorothalonil à 0,1. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'en France, on parle de au moins 15 milliards d'investissements pour traiter le chlorothalonil, le R47-1811. Et bien la stratégie de Syngenta, comme ils connaissent bien le protocole de l'ANSES a établi R47-1811, ils arrivent à un moment dans le protocole, si la molécule mère est cancérigène, alors le métabolite est pertinent. Sauf si on est capable de prouver que le mécanisme de cancérogénicité ne peut pas être induit par le métabolite. Syngenta a compris, ils n'ont même pas fait de nouvelles études. Cette fois-ci, comme elle est interdite, qu'ils ne vont plus faire de business, ils viennent de dire, ah bah oui, il est cancérigène, le chlorothalonil. Alors qu'ils avaient porté plainte contre la Suisse qui disait qu'elle était dangereuse. Quand même fort. Oui, oui, il est cancérigène. Et on va même vous expliquer les mécanismes. Ça veut dire qu'ils ont expliqué à l'ANSES quels sont les mécanismes de la cancérogénicité du chlorothalonil. Et donc, dans la note, eh bien, ils expliquent à l'ANSES, vous voyez, le R47-1811, le métabolite, oh bah, il ne peut pas avoir les mêmes mécanismes. L'ANSES est obligé de déclarer non pertinent. Donc, ce n'était pas une critique de l'ANSES du scientifique, c'est une critique de du système, voilà. Et on est passé dans un système où là, je suis en phase à 100% avec vous, d'obscurantisme. Ça veut dire qu'on est dans un système où le politique il dit aux scientifiques quelle conclusion il doit avoir. On est vraiment dans une période d'obscurantisme. Pire qu'en 1561, François Ier il avait compris qu'il fallait lutter contre le pouvoir de l'Église et l'obscurantisme, et il avait créé le Collège de France pour enseigner le savoir en train de se faire. Nous, on fait tout l'inverse. Dans les instances consultatives au niveau de l'administration d'État, il y a eu des consignes de données pour qu'on ait des présentations qui soient les plus succinctes possibles. Ça veut dire qu'on a de moins en moins d'éléments sur lesquels on pourrait porter un jugement. Et ça, c'est... Alors évidemment, on réagit fort, mais il va falloir que ça change. Parce que si on nous demande un avis et qu'on ne donne pas les éléments pour avoir un avis, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est un vrai problème. On est confronté au même souci. Juste un petit truc, parce que ça m'inquiète aussi. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure du méthaniseur d'Éric. Il faut savoir que d'abord les élus du département qui s'occupent de ça, ils sont tombés dans la lune quand on leur dit mais si, il y a des digestats qui ont été pendus sur un... Ah non, ils n'ont pas le droit. Ben si, ils ont le droit. Et en plus, c'est accepté en bio. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que des digestats qui ont été produits avec plein de pesticides, etc., qui utilisent même du charbon actif, comme le projet à Soudan, etc., les digestats, c'est-à-dire les résidus, ils sont répandus sur les sols,
Et c'est accepté par les gens. Ils disent c'est accepté par les bio, donc c'est plus toxique. Bon, moi je veux bien, mais les nitrates là-dedans, il y en a. Ça c'est sûr. On ne connaît pas trop l'impact sur le microbiote du sol. On s'inquiète, c'est des gens qui s'inquiètent. Je crois qu'il est temps de conclure, si vous voulez bien, notre rencontre qui a été passionnante parce qu'animée par un passionné. Donc, une bonne formule, en tout cas, qui a permis de vous intéresser et de susciter des interventions et des questions pertinentes, elles. Voilà, un grand merci donc à Michael de Randon.